Bonjour à tous les fans de Plus belle la vie, et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'épisode 341, diffusé le mardi 27 mai 2025 sur TF1. Un épisode qui marque un véritable tournant dans l'affaire Durieux, et dans la vie d'Ariane. Alors que les soupçons s'intensifient et que les indices s'accumulent. Une silhouette familière émerge des témoignages, un père beige, sac poubelle noir. Et si la vérité était plus proche qu'on ne le croit? Idriss et Patrick remontent minutieusement la piste. Tandis qu'Ariane, de son côté, joue un jeu de plus en plus risqué. Elle protège un secret brûlant, qu'un simple sac pourrait réduire en cendres. De l'autre côté, Steve fait un choix crucial. Il est temps de faire entendre sa voix, de se battre contre l'injustice et de confronter enfin l'homme qui l'a trahi. Avec Apolline à ses côtés, le jeune homme se prépare à tout révéler au procès. Dans les coulisses du pouvoir, le nom de la juge Colbert refait surface. Et si elle aussi avait quelque chose à cacher? Entre mensonges, manipulation et alliances troubles. Cette enquête prend une ampleur bien plus vaste qu'un simple meurtre. Alors installez-vous, abonnez-vous, et préparez-vous, ce nouvel épisode est un concentré de tension, de révélations, et de décisions irréversibles. C'est Plus belle la vie, comme vous ne l'avez jamais vu. Salle d'audition, commissariat du Mistral. Idriss est installé en face d'un homme d'une soixantaine d'années, calme, posé, regard attentif. À côté de lui, Ariane joue la flic irréprochable. Bloc-notes en main, posture droite. Mais derrière son calme apparent, son cœur cogne contre ses côtes. Alors monsieur Fabre, vous avez dit avoir croisé quelqu'un samedi matin dans votre immeuble? Oui. Je descendais mes poubelles vers 7h45. C'était très tôt, je m'en souviens parce que je devais partir au marché. Il marque une pause, le regard se perd un instant, puis revient sur Idriss. Et là, dans l'entrée, j'ai croisé une femme qui remontait en vitesse. Elle m'a bousculé, sans même s'excuser. Elle portait un sac poubelle, noir. Et un imperméable. Un truc assez large. Beige, je crois. Ariane baisse la tête. Elle fait semblant de prendre des notes. Mais le sang quitte lentement son visage. Un sac poubelle. Un imper beige. Des détails qu'elle pensait oublier. Idriss enchaîne. Vous avez vu son visage? Pas bien. Elle avait baissé la tête. Mais elle était nerveuse. Et rapide. Il se tourne vers Ariane, avec une certaine politesse. Elle avait à peu près votre taille, je dirais. Peut-être un peu plus mince. Ariane serre les dents. Un frisson lui parcourt l'échine. Elle sent le regard d'Idriss effleurer son profil. Une seconde. Fugace. Mais réelle. Merci, monsieur Fabre. On va vous montrer une série de photos plus tard, pour voir si quelque chose vous revient. L'homme hoche la tête. Je veux bien aider. Mais ce que j'ai vu, c'était pas grand-chose. Juste une impression. Mais une drôle d'impression. Dans le couloir, Ariane s'éloigne seule. Son pas est droit. Mais son regard se trouble. Elle sait ce que contient ce sac. Elle sait ce qu'elle a fait ce matin-là. Mais si elle parle, elle signe sa chute. Alors elle joue le jeu. Flic le jour. Fugitif de soi-même la nuit. Dans la cour de la résidence, Steve est assis sur un banc, les yeux rivés à l'écran de son téléphone. Une notification vient d'apparaître. Salut. Ça te dirait un café cette semaine? Maëlys. Jules s'approche, 2 cafés à la main. Il lui tend l'un des gobelets, remarque l'air fermé de son ami. C'est Maëlys? Steve hoche la tête. Sans grande émotion. Elle veut qu'on prenne un café. Et tu vas y aller? Steve lâche un soupir, secoue la tête. Franchement? Non. J'ai pas envie. Jules fronce les sourcils. Surpris. C'est ta demi-sœur, Steve. Elle fait un pas vers toi. Steve le coupe, plus brusque qu'à l'accoutumée. Justement. C'est pas parce qu'on partage un père de merde qu'on doit forcément se rapprocher. Un silence s'installe. Jules le dévisage, un peu décontenancé.
Je te reconnais plus. Avant. T'étais toujours celui qui tendait la main. Qui pensait aux autres. Steve le fixe, plus froid que d'habitude. Le Steve gentil, toujours prêt à se faire marcher dessus, c'est fini. J'ai trop donné. Maintenant je pense à moi. Je veux aller de l'avant, pas m'embourber dans les restes pourris laissés par Sébastien. Jules reste silencieux. Il comprend. Mais il ne peut s'empêcher de murmurer. Elle t'a rien fait, elle. Steve détourne les yeux. Peut-être. Mais je suis pas prêt. Et cette fois, c'est Steve qui s'éloigne. Pas en colère. Juste, décidé. En plein après-midi, sur la place du Mistral, Gabriel arrive en zigzagant légèrement, la bouche de travers, l'air encore sonné. Il tient une petite poche de glace contre sa joue et parle à moitié dans sa barbe. Thomas, qui range des verres à la terrasse du bar, lève les yeux et le voit approcher avec cette démarche mi-ralentie, mi-dramatique. Eh ben, on dirait que t'as perdu un combat contre un aspirateur à gravier. Gabriel tente de répondre. Mais son élocution est catastrophique. On m'a dévitaliché, une molaire. Thomas éclate de rire. T'as une anesthésie ou tu viens de boire 3 mojitos? Gabriel s'assoit lentement sur une chaise. Le dentiste était brutal, j'ai senti ma racine faire une rébellion silencieuse. Pauvre chérie. Gabriel continue. En exagérant comme un enfant qu'on aurait trahi. Il m'a dit que vous allez juste sentir une légère pression. Résultat, j'ai eu l'impression qu'il arrachait un bout de mon âme. Thomas lui pose une main sur l'épaule, mi-amusé, mi-attendri. Allez, arrête de te plaindre. Si t'avais vu ta tête à la sortie, on aurait dit que tu sortais d'un thriller médical. Gabriel gémit, la joue gonflée. Et dire que je dois retourner Beauchère après. Hors de question. T'as une tronche à faire peur à un patient. Rentre dormir. Je gère le dîner. Gabriel le regarde, avec l'œil reconnaissant, et l'autre légèrement endormi. T'es le plus beau mari du monde. Et toi, le patient le plus ridicule. Il rit. Enfin, surtout Thomas. Gabriel, lui, grimace. Une journée normale au Mistral. Dans le bureau de Patrick, le silence est à peine troublé par les bruits du commissariat. Idriss entre sans frapper, l'air grave. Un dossier en main. J'ai eu la confirmation. Patrick relève la tête. À propos de l'impair? Idriss acquiesce, sérieux. La femme de ménage de Durieux est formelle. L'impair beige. Elle l'a vu plusieurs fois chez lui. Suspendu derrière la porte d'entrée. C'était le sien. Patrick se redresse, les bras croisés. Son regard devient plus sombre. Donc, la femme qui a fui samedi matin portait le manteau du procureur. Oui. Et ça change la donne. Patrick réfléchit à haute voix. Ça veut dire qu'elle ne l'a pas apporté. Elle est partie avec ce qu'elle a trouvé sur place. Si elle l'a pris, c'est pour dissimuler son apparence. Ou pour faire croire qu'elle était quelqu'un d'autre. Patrick secoue la tête. Non. Pas de préméditation. Quelqu'un qui prévoit un meurtre n'oublie pas de ramener un vêtement à sa taille. Là, elle est partie en panique. On n'a toujours pas de portrait robot? Ajoute Idriss. Le témoin est trop flou, et il ne l'a vu que de dos. Mais maintenant, on sait qu'elle a pris ce manteau, conclut Patrick. Et ça, c'est une faille. Une trace. Un silence lourd. Dans le couloir, Ariane passe, sans savoir que sa silhouette, son geste, son absence de souvenir, sont peut-être déjà trop proches de cette femme sans visage. L'enquête avance. Lentement. Mais sûrement. Et le piège se referme, centimètre par centimètre. Dans le bureau de Patrick, le tableau blanc est couvert de post-TTS, de croquis et de photos floutées. Idriss, concentré, pointe un élément sur le plan de l'immeuble de la Garçonnière. C'est de plus en plus évident. La personne qui a quitté les lieux a tenté de faire disparaître les traces. Scène nettoyée? Linge disparu, pas de couteau, pas de sang visible. Patrick, bras croisés, acquiesce, tendu.
Elle a tout mis dans un sac. Et elle l'a emporté. Il marque une pause, avant d'ordonner. Tu prends Morgane avec toi. Vous passez toutes les poubelles du quartier au peigne fin. Immeuble par immeuble, benne par benne. Je veux ce sac. Il est quelque part. Idriss hoche la tête. Il sait que le temps joue contre eux. Plus tard, au poste, Idriss entre dans la salle des écoutes. Il vient de recevoir le relevé complet des fadettes de Durieux, les historiques de ses appels. Il scannait rapidement les lignes, puis fronce les sourcils. 2 numéros reviennent en boucle. Tous les jours, parfois plusieurs fois. Il fait défiler les pages. 2 noms s'imposent. La juge Colbert et Pierre-Louis Barral, l'avocat. Patrick entre à ce moment-là. Idriss lui tend les feuilles. Ça commence à sentir le soufre. Patrick lit silencieusement. La juge, on pouvait s'en douter, mais Barral? Le pénaliste le plus puissant de la région. Il ne répond pas au téléphone pour un café. Patrick se redresse, l'air grave. Ces deux-là savaient quelque chose. Voire plus. Et si Durieux a été tué, peut-être que c'est parce qu'il savait aussi. Un silence. Et pendant que les poubelles s'ouvrent une à une dans les rues adjacentes, les noms puissants s'accumulent dans les couloirs du commissariat. Cette affaire ne sera pas qu'un simple homicide. Dans la cour du commissariat, le vent léger agite les feuilles du vieux platane. Boé s'approche d'Ariane, qui termine son café, seul, le regard perdu vers la rue. Il s'arrête à quelques pas. Hésite, puis murmure. Je voulais te dire que, je suis désolé. De ne pas avoir capté ce qui se passait avec Durieux. J'aurais dû voir. Comprendre. Ariane tourne lentement la tête vers lui. Elle soutient son regard, sans colère. T'inquiète. C'est plus vraiment le sujet, maintenant. Elle le dit d'une voix douce, presque lasse. Comme si le pardon, ou la rancune, n'avait plus d'importance. Boé hoche la tête en silence, et s'éloigne. Ils ont chacun leur poids à porter. Au Mistral, Steve est adossé à un muret, lorsque Maëlys le rejoint. Elle lui sourit avec enthousiasme. Je suis contente de te voir. Vraiment. Elle sort son téléphone et prend un selfie, sans même demander. Steve, crispé, laisse faire. Mais détourne vite la tête. Je suis en première à Aubagne, dit-elle fièrement, comme pour combler le silence. Tu savais? Steve reste sec. Non. Et pour être honnête? J'ai pas vraiment envie de parler de Rivoire. Maëlys baisse légèrement les yeux. Je me dis juste qu'il y aura peut-être un truc positif dans toute cette histoire. Tu vois? Qu'on se soit trouvé. Il explose, soudain. Mais t'es qu'une gamine, en fait. Tu comprends rien. Elle recule, blessée, mais tente de rester digne. J'essaie juste, Steve. J'essaie qu'on ait un lien. Il détourne les yeux, mâchoire serrée. Elle insiste, plus calme. On a au moins un truc en commun, on déteste Rivoire. Et il va être jugé. C'est peut-être pas beaucoup, mais c'est quelque chose. Un silence s'installe. Steve ne répond pas. Mais il ne part pas non plus. Peut-être que cette colère, c'est juste une autre façon d'avoir mal. Tôt le matin, dans une ruelle calme à l'arrière du commissariat, Ariane marche d'un pas rapide, les traits fermés. Des gants en latex dissimulés dans la poche de son blouson. Elle s'arrête devant un vieux casier métallique à moitié rouillé, qu'elle ouvre avec un trousseau de clés. À l'intérieur, un sac poubelle noir, soigneusement plié. Personne ne sait qu'il est là. Personne ne doit le savoir. Elle referme la porte du local derrière elle, comme si elle étouffait sa propre conscience. En silence, elle ouvre le sac. À l'intérieur, des vêtements froissés, encore empreints d'une odeur acide de peur et de sang séché. Elle extrait l'impair beige de Durieux. Celui qu'elle avait enfilé en fuyant la garçonnière. Ses mains tremblent légèrement sous les gants. Elle fouille chaque poche, minutieusement, jusqu'à sentir un objet rigide. Elle en sort un petit sachet plastique refermé. À l'intérieur, les fameux scellés. La balle. La douille.
Preuve d'un autre dossier. D'un autre crime. Ce que Durieux avait volé. Ce qui pourrait encore l'impliquer, même mort. Ariane fixe l'objet quelques secondes. Son regard est flou. Mélange de peur, de lucidité et d'une forme étrange de calme. Elle sait ce qu'elle va faire. Elle l'a déjà décidé. Plus tard, dans une ruelle voisine, Idriss et Morgane fouillent l'ébène du quartier, méthodiques, protégés par des gants et des masques. Non loin. Ariane approche discrètement. Elle s'assure qu'ils ont le dos tourné. Puis, d'un geste rapide, presque chirurgical, elle glisse le sachet contenant les scellés dans un sac noir déjà à moitié ouvert. Elle referme à peine. Pas trop. Juste assez pour que ce soit trouvé, comme par hasard. Et elle s'éloigne. Sans se retourner. Elle n'efface pas la vérité. Elle la déplace. Pour gagner du temps. Pour survivre. Dans la petite cuisine de la résidence, la lumière est douce, mais l'atmosphère, elle, est tendue. Steve est adossé au plan de travail, le regard fixe, les poings légèrement serrés. Apolline le sent bouillir intérieurement depuis plusieurs jours, et ce soir, il parle enfin. Je vais porter plainte contre Sébastien Rivoire. Elle le regarde, surprise. Mais ne l'interrompt pas. Ce qu'il m'a fait, c'est pas juste un mensonge. Il m'a manipulé, il a profité de moi. Il m'a volé un rein, Apolline. Littéralement. Elle baisse lentement sa tasse. Le cœur serré. Tu es sûr de vouloir aller jusque-là? Steve acquiesce, la voix ferme, pleine d'une rage froide. Il a fait chanter Viviane. Il savait comment la voir. Il savait que je signerais si je pensais qu'elle était en danger. J'ai dit oui pour elle. Pas pour lui. Apolline l'écoute, grave. Tu as des preuves? Non. Juste, ce que je sais. Ce que je ressens. Elle soupire, lucide. Tu sais qu'il y a très peu de chances que ça aboutisse. Sans preuve, le parquet risque de classer ça sans suite. Steve hoche la tête. Je m'en fiche. Je veux que ce soit dit. Je veux qu'il sache que je ne me tairai plus. Un silence. Puis Apolline le regarde droit dans les yeux. Alors je témoignerai. Au procès. Je raconterai ce que j'ai vu. Ce que j'ai compris. Je serai là. Steve esquisse un sourire, fragile, mais sincère. Merci. Apolline s'approche, pose sa main sur son bras. Tu fais ce qu'il faut. Pour toi. Et pour tous ceux qui l'a manipulé. Et dans ce moment suspendu, Steve redevient le jeune homme qu'il aurait dû rester, libre. Debout, et déterminé à se faire entendre. Dans les couloirs du commissariat, l'ambiance est feutrée. Le dossier Durieux a fait naître plus de tension que d'avancées. Patrick aperçoit Ariane. Seule devant la machine à café. Il s'approche, un peu maladroitement. Ariane. Elle se retourne, le regarde, neutre. Il marque une pause avant de parler. Je voulais te dire que, je m'excuse. Pour avoir douté de toi. À propos des scellés. Ariane fronce à peine les sourcils, mais elle ne répond pas tout de suite. Patrick poursuit, plus bas. Ils ont été retrouvés dans une benne. Exactement comme tu l'avais dit. Elle se contente d'un hochement de tête. C'est noté. Un silence court, un peu inconfortable. Il sait que ces mots ne suffisent pas. Il tente de détourner le sujet, mais pas vraiment. J'ai une autre mission pour toi. Et pour Boé. On t'écoute. Je veux que vous alliez interroger la juge Colbert. Ariane hausse un sourcil, surprise. Boé, qui les rejoint à cet instant, capte le regard de Patrick. Tu penses qu'elle aurait pu? Elle connaissait Durieux de près. Trop près. Elle a gardé le silence. Et elle s'est dessaisie du dossier dès que le corps a été retrouvé. C'est suspect. Ariane fixe Patrick, son regard s'assombrit. Tu crois que c'est elle la tueuse? Il ne répond pas tout de suite. Mais son ton se fait grave. Je ne crois plus rien. Je veux qu'on sache. Ariane hoche la tête, plus froide maintenant. Très bien.
On ira. Mais au fond d'elle, un nœud se resserre. Car si Colbert a tué Durieux, cela signifie qu'elle n'est peut-être pas seule à avoir voulu sa mort. Et que la vérité pourrait être plus partagée, plus sale, et plus dangereuse qu'elle ne l'imaginait. Voilà, chers amis. Cet épisode 341 de Plus belle la vie nous plonge encore une fois dans un tourbillon d'émotions, de tensions et de vérités dissimulées. Tandis qu'Ariane marche sur une ligne de plus en plus fine entre culpabilité et survie, l'étau judiciaire se resserre autour des figures de pouvoir, et les masques commencent lentement à tomber. L'affaire Durieux n'est plus un simple homicide, c'est une bombe prête à exploser, et personne n'en sortira indemne. Steve, de son côté, prend enfin sa revanche sur le silence et l'humiliation. Il choisit de parler, de se battre, de faire face. Et ce geste courageux pourrait bien ouvrir la voie à d'autres révélations fracassantes. Mais attention, dans l'ombre, d'autres joueurs avancent leurs pions. La juge Colbert cache-t-elle un rôle plus sombre qu'on ne l'imagine? Et Ariane, combien de temps pourra-t-elle tenir avant que le mensonge ne la rattrape? Si cet épisode vous a autant captivé que nous, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains rebondissements. On se retrouve très vite pour découvrir la suite de cette intrigue haletante qui redéfinit les règles du jeu au Mistral. À très bientôt, et surtout, restez sur vos gardes. Le pire est peut-être encore à venir.